Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu ce matin les copies figurées des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Vous suivrez le point dans cette édition. Que pensent les usagers des taxis-bus communément appelés Tokpa et les conducteurs de taxis et de bus de la décision prise ce matin par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui suspend l'arrêté du préfet Alain Orunla? Vous suivrez les avis dans cette édition. Hors de nos frontières, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, affirme que la discussion sur la vaccination obligatoire doit être lancée suite à la découverte du virus du variant Omicron qui fait plus de ravages. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu ce matin les copies figurées des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre et elle a permis aux différents ambassadeurs d'évoquer des perspectives d'intensification des relations de coopération entre le Bénin et leurs pays respectifs. Compte rendu, Clémence Tonouko. L'ambassadeur résident de la Libye près le Bénin a été le premier de la série des 5 à avoir présenté la copie figurée de sa lettre de créance au ministre Aurélien Agbenossi. Omar Abdel Hadi Al-Farghani entend donner un nouveau souffle aux relations entre la Libye et le Bénin. La priorité, c'est de redynamiser les relations qui lient les deux pays, car depuis 10 ans, il y a un flottement au niveau des relations qui nous lient ensemble. Maintenant, la priorité, c'est redynamiser cette relation. À sa suite, c'est l'ambassadeur non résident de la République de la Guinée équatoriale près le Bénin qui s'est livré au même exercice. Francisco Edu Ngouamangue se donne pour priorité le renforcement de la coopération entre les deux pays. L'impression avec le ministre, c'est qu'on va renforcer maintenant notre coopération entre les deux pays, dans tous les secteurs. C'est ça que mon gouvernement veut. De priorité, de renforcer la coopération entre les deux pays et tous les secteurs. Le troisième sur la liste est l'ambassadeur non résident de l'État d'Israël près le Bénin. Léo Vinovesky veut travailler à rendre la coopération entre les deux États plus fructueuse. Même si je suis très heureux de servir déjà à Abidjan, qui est en Côte d'Ivoire, qui est un très beau pays, je suis également honoré d'aujourd'hui être ambassadeur plénipotentiaire de la République d'Israël auprès le Bénin. Alors, c'est un nouveau chapitre que nous ouvrons en termes donc de relations entre nos deux pays. Il faut dire que nos relations datent d'assez longtemps et c'est des relations assez fortes, assez étroites. Et notre objectif est de pouvoir faire en sorte de renforcer donc ces relations et de faire en sorte que la coopération entre nos deux pays soit de plus en plus fructueuse. L'exercice a été le même pour Faisal Ibrahim Al-Girafi Al-Gandhi, ambassadeur non résident du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin. Entre autres sujets abordés, l'organisation de la première session de la commission mixte entre l'Arabie Saoudite et le Bénin prévue pour janvier prochain. Parmi les points abordés, il y a le point concernant l'organisation de la première session de la grande commission mixte entre l'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Donc, dans ce sens, nous avons quand même discuté de certains points clés qui vont être au rendez-vous lors de cette commission mixte qui se tiendra du 18 au 20 janvier prochain. Monsieur le ministre a insisté beaucoup sur les résultats de cette coopération entre la République du Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et nous nous sommes entendus pour qu'on puisse quand même travailler dans ce sens-là, pour pouvoir concrétiser, c'est-à-dire les objectifs communs. L'ambassadeur non résident de la République d'Australie près le Bénin a été le dernier sur la liste. Avec lui, l'exercice n'a pas changé. Je parle avec Monsieur le ministre sur
le désir du gouvernement de Bénin pour le développement, particulièrement dans l'environ du training pour le vocationnel. Je dis sur le contact culturel entre le Bénin et l'Australie et j'ai présenté une peinture de les autochtones australiens qui décrit la terre de l'Australie. Et je congratule le ministère sur la réparation de patrimoine national de France. Dans les tout prochains jours, ces nouveaux ambassadeurs vont transmettre au chef de l'État leur lettre de crédit. Dans le souci de réorganiser le transport urbain dans la ville de Cotonou, Alain Soro-Orunla, préfet du littoral, a pris un arrêté préfectoral le 26 octobre dernier qui restreint la circulation des minibus de transport en commun communément appelés Tokpa et les taxis à Cotonou. 2 sites sont alors dédiés comme gare routière à Vaudier et à l'abattoir à ces moyens de transport. La mise en application du dit arrêté préfectoral a débuté le lundi dernier. Retour sur les réactions des usagers des minibus Tokpa et les conducteurs de bus et de taxis. Avant, le trajet Bazoupa-Tokpa ou Kokokodi-Tokpa, c'est entre 250 et 300. Maintenant, nous descendons à Vaudier et c'est le même prix. Après, il faut prendre un zim à 200 pour aller à Tokpa. Il n'y a pas de l'argent dans le pays. Nous ne vendons plus rien. Qu'ils revoient les prix à la baisse pour nous soulager. C'est vraiment difficile pour nous les femmes parce qu'on avait déjà du mal à vendre et ils nous prennent 1000 francs par tête pour le transport jusqu'à Tokpa. Mais maintenant, ils nous déposent à l'abattoir, toujours au même prix. Nous sommes d'accord avec le gouvernement, mais qu'ils permettent que les bus nous déposent à Tokpa au moins. Moi, j'ai quitté Porto-Novo. Je viens de Porto-Novo comme ça. Donc tous les matins, je viens de Porto-Novo à Cotonou. Mais ce matin-là, ça m'a vraiment surpris. Parce que ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas du tout bon. Même si on veut nous faire du bien, ce n'est pas brutalement comme ça. Dites au président de nous aider. Le transport était déjà à 800 francs de Porto-Novo à ici et c'était difficile. Alors qu'il veuille bien diminuer les prix. Nous avons entendu, le préfet nous a dit que les minibus Tokpa. Aujourd'hui, maintenant, en allant à Tokpa, à Deropo, là, le commissaire prend des pièces pour dire que nous n'irons pas à Tokpa pour décharger les bagages. Et il y a des bagages dans mon véhicule là maintenant, les dames sont là-bas, comment on peut faire? On ne peut pas mettre des bagages sur la tête pour amener ça là-bas. Hein? Pour voir le problème des bâchers. Parce que nous, on prend des bagages. On dit le malheur de certaines fois, le bonheur de certaines personnes. C'est ce qui s'est passé vraiment pour nous les chauffeurs, on gagne beaucoup. Même j'ai un peu de pitié à mes soeurs qui sont les clients. Parce que les moyens ne leur permettent pas de payer comme on veut. Si le gouvernement, bien la mairie peut faire quelque chose pour que le coût soit un peu moins pour eux, pour aider la population, ce serait encore un grand plaisir pour nous. À la surprise générale, l'arrêté préfectoral qui réorganisait la circulation des bus communément appelés Tokpa et les taxis a été suspendu par Raphaël Akotayon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'était tôt ce matin à travers un message radio dans lequel il a été demandé au préfet du littoral de bien vouloir rapporter cet acte sans délai à travers tous les canaux grand public de communication pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Dans ce message radio, il est interdit à Alain Soro-Orunla de prendre toutes sortes d'arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Comment les usagers des bus Tokpa et des conducteurs apprécient-ils cette décision? Suivez les propos recueillis par Aimé Juste Desfodji. Je suis totalement ravi, très content de la décision de Monsieur le ministre. Je suis très content. Nous tous, on est très contents. Je suis chauffeur. On quitte Bonou. Depuis lundi, ça n'a pas été du tout facile. C'était la misère totale à nous tous et à nos mamans marchandes. On quitte Bonou, on vient ici, on nous dépose à abattoir. Nos mamans reprennent le taxi pour Tokpa. Et arrivé, la quantité de marchandises
doivent-elles prendre? Elles n'arrivent plus. Et il va falloir encore chercher un chromoto, soi-disant motocycliste, pour ramener les marchandises ici. Et ce qui fait du tout un calvaire pour eux. Mais après la décision du ministre aujourd'hui, nous tous, on est contents, on est très contents, on est ravis. Et que Dieu soit avec lui. Que Dieu soit avec lui, monsieur le ministre. Que Dieu bénisse celui qui a pris cette décision, parce que depuis lundi, nous sommes tous affamés. Nous venons nous entasser ici seulement. Ceux qui viennent de Bounou n'ont pas de clients. Ceux qui viennent de Wenri et Kétou, pareil. Et les femmes se plaignaient, surtout que la fête s'approche. Qu'il soit béni, celui qui a pris cette décision, que Dieu bénisse ses enfants et nous bénisse également. L'auteur de cette décision aura la longévité. Il vivra plus longtemps que les fers des rails. Nous sommes fiers d'être arrivés sur la gare du PK6 abattoir. Donc ça nous arrange, nous. Parce qu'à Tokpa là-bas maintenant, vraiment, il y a du café là-bas. Et nous, on ne peut pas faire les tracasseries que nos enfants sont en train de le faire. Donc nous sommes fiers d'arriver à l'abattoir. Mais si le préfet, il avait dit qu'on va rester encore à Tokpa là, il n'y a pas qu'à Tokpa et le Tokpa B. Donc s'ils peuvent encore sécuriser ce parc là pour nous les citoyens, ça nous fait encore. Suite à cette décision du ministre de la Décentralisation, le secrétaire général de l'organisation syndicale des conducteurs de taxi ville du Bénin, Abraham Agboakounou, a réagi en nous donnant ses premières impressions. Il a été joint au téléphone par la rédaction. Suivez ses propos. Mes réactions à chaud, elles ne sont pas bonnes parce que dans un premier temps, moi, en tant qu'acteur, en tant que d'abord citoyen, je vais dire, je suis un peu frustré qu'un arrêté qui a été pris depuis le 6 octobre et qui a attendu des mois avant de démarrer son application soit abrogé d'une telle manière. Moi, dans la peau de l'autorité qui a signé cet arrêté-là, je serai vraiment frustré. Deuxièmement, je pense que cette décision d'abroger l'arrêté du préfet, je pense que c'est pas la bienvenue. En fait, ce n'est pas rendre service à la population ni au sous-secteur transport urbain et au sous-secteur transport public. Parce que déjà, il faut comprendre que tout ce qui a été fait cette même semaine, tous les dérapages, tous les cris, toutes les difficultés depuis le lundi, tous les jours que Dieu fait, l'autorité municipale et préfectorale mettent les efforts nécessaires qu'il faut pour corriger le tir au jour le jour. Jusqu'à ce que déjà ça commence à rentrer dans le commun des citoyens béninois et en particulier la population de Cotonou. C'est une surprise pour nous d'entendre cette décision comme ça. Bon, c'est l'autorité qui a parlé. Je pense que ça va rester dans le cadre constitutionnel, mais c'est en défaveur et des autorités et des acteurs professionnels, même ainsi des citoyens, des usagers qui aujourd'hui jubilent d'avoir abroger cet arrêté. Mais très bientôt, vous allez voir la pagaille qui va reprendre dans Cotonou avec les arrêts tous azimuts, avec l'envahissement des rues par les véhicules pour charger, pour décharger. Et malheureusement, tous ces fonds qui émanent de ces activités dans ces rues-là sont reversés dans des poches des individus. Et l'autorité municipale qui est appelée à assainir sa ville se retrouve sans recouvrir ces fonds-là qui doivent provenir de la gestion des gares routières comme l'a dit l'arrêté de la loi sur la décentralisation. On change de registre à présent. La communauté internationale a célébré hier la 33e édition de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. L'événement a été marqué par une célébration qui a réuni les acteurs de la lutte contre cette pandémie au Palais des Congrès de Cotonou. Compte rendu, Samson Oké. Mettons fin aux inégalités, mettons fin au sida, mettons fin aux pandémies au Bénin. C'est le thème autour duquel se sont articulées les différentes activités dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Une occasion pour les acteurs de fédérer les énergies pour une lutte efficace contre cette pandémie. Cette 33e journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion de renforcer les synergies
avec le programme conjoint des Nations Unies pour se projeter dans les cibles de la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, ainsi que la nouvelle déclaration de politique sur le VIH et le sida. Durant la dernière décennie, le Bénin a fait d'énormes progrès dans sa lutte contre ce fléau. Des efforts ici salués par des partenaires techniques et financiers. Au nom du système des Nations Unies, je profite de cette tribune pour saluer le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, ainsi que tout son gouvernement, pour avoir non seulement bien géré la crise sanitaire liée à la COVID-19, mais aussi pour avoir maintenu une réponse efficace aux autres épidémies, y compris le VIH-Sida. Au cours de la dernière décennie, le Bénin a fait des progrès dans la lutte contre le VIH et le Sida. Il a réussi à réduire de moitié les nouvelles infections par le VIH entre 2010 et 2020. Le pays a également réduit de 23% le nombre de décès dus au sida et a réussi à placer 70% des personnes vivant avec le VIH sous traitement. Au nom du ministre de la Santé empêché, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a rappelé quelques statistiques épidémiologiques liées au VIH-Sida au Bénin. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts. Les données épidémiologiques montrent que l'infection par le VIH au Bénin s'est stabilisée autour de 1,2%. Dans la population générale. Les données officielles publiées par l'ONU-SIDA indiquent une régression de 15% des nouvelles infections à VIH au Bénin depuis 2010. Ces publications viennent conforter les estimations qui montrent que les nouvelles infections reculent dans tous les départements au cours des 5 dernières années. Le gouvernement s'attelle à honorer ses engagements, notamment dans l'acquisition des intrants pour la prise en charge des PV-VIH et l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Au cours de cette 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, les lauréats du jeu concours Stop Sida, ce ne sera pas sans moi, ont été distingués et primés. Le ministre des Affaires sociales de la microfinance a effectué une descente au garage municipal de Lokossa. Ce mardi, Véronique Toïfodi est allée s'enquérir des conditions de déroulement de la formation des mécaniciens auto dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche. Compte rendu, Jonas Boshi. Ils sont des mécaniciens auto-professionnels sélectionnés pour prendre part à cette formation dans le cadre du renforcement de capacité des artisans. Une formation qui se déroule au garage municipal de Lokossa. C'est une formation donnée aux artisans garagistes dans le cadre de renforcement de leur capacité. Une formation initiée par Arche en partenariat avec CFAO, Motors Bénin, et l'Université de Vendée. Il y a des questions d'importance par rapport au travail qu'ils font au niveau des garages, sur lesquels nous revenons et nous leur donnons des précisions quant à la qualité de telle ou telle opération à mener dans les garages. Ce renforcement de capacité des artisans est un volet du projet social Assurance pour le renforcement du capital humain dont se charge le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il y a un an exactement, nous lancions le volet formation du projet Arche, ici même à Lokossa. Depuis ce lancement, la mise en œuvre s'est poursuivie à travers la formation des membres des comités locaux au niveau de chacune des communes retenues pour la phase pilote de ce volet formation. Et là, maintenant, c'est le tour des mécaniciens auto. Il y a déjà une première vague qui a fini, donc c'est la deuxième vague qui est en cours et les autres vont suivre. Les formations sont gratuites pour les bénéficiaires, prises en charge par Arche
auquel s'associent certains partenaires techniques et financiers. Cette formation rendra ces artisans plus efficaces dans leur pratique pour leur épanouissement socio-professionnel et économique, l'un des objectifs du projet ARCH. C'est une opportunité pour l'ensemble des garagistes que nous sommes, parce que la mécanique automobile est une science dynamique et nous ne pouvons pas nous contenter sur ce que nous avions appris depuis des dizaines d'années pour dire que nous pouvons donner satisfaction aux automobilistes. Ce projet H que le gouvernement a initié nous apporte un de plus. Nous avions acquis beaucoup de notions. Les bénéficiaires de la présente formation se chargeront de la dupliquer dans leur région au grand bonheur de leur corporation. Hors du Bénin en Europe, avec la découverte du variant Omicron, plusieurs pays songent à rendre la vaccination obligatoire. La discussion doit être lancée selon Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Les précisions avec nos confrères de RT France. Réfléchir à la vaccination obligatoire pour enrayer la flambée de l'épidémie. C'est la recommandation faite par la présidente de la Commission européenne aux pays membres de l'UE. Je pense qu'il est compréhensible et approprié d'avoir cette discussion maintenant. Comment pouvons-nous encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne? Cela doit être discuté. Cela nécessite une approche commune, mais c'est une discussion qui, je pense, doit être menée. La décision a, elle, déjà été prise par l'Autriche, où une loi devrait imposer la vaccination de la population adulte dès le 1er février prochain. En attendant que l'obligation vaccinale se concrétise, Ursula von der Leyen assure que tous les Européens entièrement vaccinés pourront bientôt recevoir leur 3e dose de rappel. Nous aurons 360 millions de doses de vaccins à ARN messager qui seront livrées d'ici la fin du premier trimestre 2022. C'est suffisant pour que tous les Européens complètement vaccinés reçoivent une dose de rappel. C'est une bonne nouvelle, alors allez-y. Vaccination obligatoire, 3e dose, mais les vaccins utilisés seront-ils efficaces contre le nouveau variant Omicron? D'après l'Agence médicale de l'Union européenne, il faudrait 2 semaines pour savoir si de nouveaux vaccins sont nécessaires. Les faire approuver prendrait alors 3 à 4 mois. Mais en attendant, l'agence estime que la campagne de vaccination doit se poursuivre. Je pense qu'il est très important de continuer à faire passer le message que les vaccins actuels offrent une protection et que nous devons nous assurer que ceux qui sont éligibles pour un rappel reçoivent les doses de rappel. En même temps, nous devons nous préparer au cas où il serait nécessaire de modifier les vaccins actuels. Une déclaration plutôt rassurante, contrairement aux dernières mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé. Ce lundi, l'OMS a prévenu que les caractéristiques d'Omicron pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire, notamment celle apportée par la vaccination. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos plateformes Twitter, YouTube et Facebook. Bonne suite de nos programmes et à demain.